Speak, prosodie rate égale, 90%, imaginez un roi, puissant un jour, enfermé dans son propre château. Comment Eduardo II d'Angleterre, au XIVe siècle, a-t-il pratiqué sa propre couronne? Découvrez son histoire tragique, abonnez-vous et activez la cloche afin de ne rien manquer. Pensez à un roi enveloppé dans le mystère, un monarque dont le règne a été marqué par la controverse et le scandale. Eduardo II, roi d'Angleterre au XIVe siècle, n'était pas un dirigeant commun. Sa vie personnelle, pleine de secrets et d'accusations, même aujourd'hui suscite la fascination et le débat. Était-il un homme faible, manipulé par ses favoris? Ou un dirigeant avec une vision différente, avancé à son temps, qui a payé un prix élevé pour son audace? Sa relation avec Piers Gaveston, une noble d'origine humble, a profondément marqué son règne. Gaveston est devenu un conseiller intime, même un favori, générant la colère de la noblesse anglaise. L'opposition à son règne s'est développée, alimentée par la perception que Gaveston exerçait un contrôle excessif sur le roi, déstabilisant le royaume. Mais Eduardo II n'était pas seulement un roi enveloppé dans des scandales d'amour. Certaines réformes administratives et améliorations dans l'infrastructure du royaume sont également attribuées. Cependant, ces actions ont été éclipsées par la lutte du pouvoir avec les barons et l'impopularité croissante de leurs favoris. Son règne, en bref, était un jeu complexe d'intrigues, d'alliances et de trahisons. Sa vie, je vous le dis, a commencé au milieu des turbulences politiques. Eduardo II, un jeune prince, a hérité d'un royaume secoué par des guerres et des différends internes. Imaginez la pression. Être l'héritier du trône de l'Angleterre dans une ère aussi convulsive, avec un noble puissant luttant pour le contrôle et les personnes souffrant des conséquences de l'instabilité. Son père, Eduardo I, un roi formidable et ambitieux, a légué un grand royaume, mais aussi un héritage de conflits non résolus. Dès son jeune âge, Eduardo était entouré d'intrigues et de complots. Le tribunal anglais était un foyer d'ambition, où chaque noble a cherché son propre bénéfice. Lui, juste un enfant, a été contraint de naviguer dans ces eaux perfides, apprenant à survivre dans un monde où la loyauté était un luxe et une trahison. La monnaie actuelle. Ce n'était pas du tout une enfance facile. L'ombre de la guerre et de l'incertitude l'ont accompagné depuis le début. Lorsqu'il est finalement monté sur le trône, Eduardo II a hérité d'un royaume fracturé. Les guerres d'Écosse n'étaient toujours pas résolues. Les nobles combattus pour le pouvoir et l'économie étaient en crise. Pensez au fardeau qu'il représentait pour un jeune roi, pratiquement sans expérience, confronté à une situation aussi complexe et dangereuse. Il a dû imposer son autorité, maintenir la paix et surtout, survivre. Un défi monumental pour un si jeune roi. Mais à peine couronné, Eduardo II a fait une erreur qui lui coûterait cher. Son obsession pour Piers Gaveston. Piers, un gentleman de Gascon de humble origine, mais avec une personnalité écrasante, est devenu le favori du roi. Imaginez la scène. Un jeune monarque, entouré de la pompe et des circonstances de la cour, complètement captivé par cet homme. Son ascension était fulgurante, passant d'un simple compagnon au véritable conseiller, accumulant la richesse et le pouvoir à pas de géant. L'influence de Gaveston sur Eduardo II était totale. Il a nommé ses amis à des postes importants, ignorant complètement la noblesse anglaise. Pouvez-vous imaginer la fureur des nobles, habitués à avoir un poids considérable dans les affaires du royaume, relégués à l'arrière-plan par un étranger? Ces décisions politiques, guidées par le conseil de Gaveston, ont commencé à générer une profonde instabilité dans le royaume. La situation est devenue insoutenable. Les barons, indignés par le véritable favoritisme et le pouvoir croissant de Gaveston, se sont rebellés. Ils ont exilé des piles. Mais la loyauté aveugle d'Eduardo II l'a fait ramener. Cet acte de défi n'a servi qu'à animer les flammes de la rébellion. Le couronnement d'un roi jeune et passionné devenait un cauchemar politique des proportions épiques. Son ascension a provoqué la colère des puissants barons anglais. Ils ont vu non seulement un vrai favori à Gaveston, mais une menace pour leur influence et leur pouvoir. Ils ont accusé des pièces de corruption, de s'enrichir aux dépens du royaume, et surtout, de manipuler le roi pour leur propre avantage. Vous verrez comment cette tension croissante, alimentée par des chuchotements et des intrigues palatiales, deviendrait une tempête parfaite. Prosodie. Speak. Prosodie rate égale, 90%. Les barons, dirigés par des figures influentes telles que le Comté de Lancaster et Warwick, ont exigé l'expulsion de Gaveston. Eduardo II, aveugle pour sa loyauté et son affection envers son préféré, a refusé. Ce refus a provoqué la première de nombreuses confrontations. La loyauté du roi à Gaveston a été interprétée comme un mépris pour la noblesse, un défi à la tradition et un affront à ses propres droits. La pression s'est intensifiée. Les barons, malheureux et avec un soutien populaire, ont menacé la guerre ouverte. Eduardo II, inexpérimenté en politique et entouré de conseillers inefficaces, a sous-estimé la détermination de ses adversaires. Et la situation est devenue insoutenable. La menace d'une guerre civile en Angleterre, et Gaveston, l'homme qui l'avait conduit à cette situation, deviendrait le bouc émissaire de la colère de la noblesse. La situation est devenue insoutenable. Les barons, dirigés par des figures influentes telles que Thomas de Lancaster, n'étaient pas disposés à tolérer le pouvoir de Gaveston. Les accusations de trahison et de corruption ont résonné dans chaque coin de la cour. Vous pouvez imaginer la tension palpable. La menace latente d'une guerre civile qui a signé sur l'Angleterre. La patience des nobles avait été épuisée et la fureur de leurs armées se préparait à libérer leur colère.
Le roi, aveugle pour sa loyauté envers Gaveston, a tenté de résister mais la force des barons était écrasante. Imaginez la scène. Des châteaux assiégés, des batailles de cloches, des grincements d'épées et des clameurs de guerre. Ce fut une lutte pour le pouvoir. Une lutte pour le destin même de l'Angleterre. Le soutien populaire se pencha vers les barons, de plus en plus indignés par un véritable favoritisme. Gaveston, malgré son arrogance, a finalement été capturé. Son destin a été scellé. Remember the image. À Powerful Man, reduced to impotence, waiting for his sentence. Les barons triomphants ont exigé la justice. L'exécution de Gaveston a marqué la fin d'une époque, la fin de son influence excessive sur le roi. Mais cela signifiait-il la paix? La réponse, comme vous le verrez, était un retentissant. La defaite de Gaveston aporté un calme parent, mais la tensión devant le tribunal est resté latente. Como espectador, observas la llegada de Isabel de Francia, una joven reina con una belleza deslumbrante, pero con un corazón lleno de ambición y resentimiento hacia la influencia de los varones en la vía de su marido, son Mary avec Eduardo II. Bien que initialement prometteur, est rapidement devenu une source de conflits. Eduardo, plus intéressé par ses favoris et son luxe qu'aux affaires d'État, n'a pas compris les aspirations de sa femme. Isabelle, intelligente et rusée, a vu dans la faiblesse de son mari l'occasion de consolider son propre pouvoir. L'absence d'affection et la différence d'intérêt entre les deux, accentuée par l'interférence de la noblesse, s'appelle la stabilité de la couronne. Le tribunal a été divisé en factions, chacun cherchant son propre avantage. Vous voyez comment la rivalité entre la reine et les barons s'intensifie, créant un environnement de complot et de trahison. Isabelle, bien que initialement isolée, commence à tisser des alliances stratégiques, cherchant le soutien de ceux qui ont partagé leur mécontentement avec le règne d'Eduardo II. Mais la paix apparente s'est bientôt cassée. Les barons, humiliés par l'influence de Gaveston et le ressentiment de la faiblesse perçue d'Eduardo, se leva à nouveau dans les bras. Vous voyez comment la noblesse anglaise, divisée et ambitieuse, rejoint son propre roi, formant un front implacable. Le pays a plongé dans le chaos de la guerre civile, avec des châteaux et des batailles de cloches assiégées qui tenaient les champs du Rouge d'Angleterre. Eduardo, un roi habitué au luxe et au réconfort, a soudainement été assiégé. Ces châteaux, autrefois un symbole de pouvoir et d'opulence, sont devenus des forces assiégées, sous le siège constant des rebelles. Imaginez le désespoir du roi, enfermé entre les murs en pierre, écoutant le rugissement des catapultes et la clameur des guerriers ennemis. La guerre a duré, épuisant les ressources et la morale des deux côtés. Vous voyez comment la fidélité s'effondre, les traits et l'évolution des alliances marquent le rythme du concours. Eduardo, pris dans son propre labyrinthe de pouvoir, est de plus en plus isolé, entouré d'ennemis à l'intérieur et à l'extérieur de ses murs. L'image d'un roi puissant s'estompe, remplacée par celle d'un monarque désespéré, se battant pour sa survie. Prosodie. Speak. Speak. Prosodie rate égale 90%. Après que l'humiliation est subie aux mains des barons, la position d'Eduardo II a été considérablement affaiblie. Son incapacité à contrôler ses nobles et son insistance à favoriser ses favoris, comme Gaveston, lisant encore plus de la noblesse anglaise. Vous voyez comment la méfiance est installée entre le roi et ses sujets, sapant son autorité et son prestige. Son goût pour le luxe et l'extravagance, contrairement à la pauvreté de beaucoup de ses sujets, a augmenté son impopularité. Les dépenses judiciaires excessives et la perception selon laquelle Eduardo II se souciait davantage de ses plaisirs personnels que des besoins du royaume, a nourri le mécontentement populaire. Vous voyez comment les murmures de désapprobation deviennent un cri croissant. L'influence croissante de ses favoris, non seulement Gaveston, mais aussi d'autres hommes entourant le roi, a généré des soupçons de corruption et de favoritisme. Et la perception que le roi était manipulé et que les décisions importantes ont été prises au profit de quelques-unes, au lieu du royaume, ont érodé leur crédibilité. Vous observez comment la confiance dans le monarque s'estompe de façon irrémédiablement. Le tribunal est devenu un foyer de chuchotement et de trahison. Vous pouvez sentir vous-même la tension dans l'air, chaque look, chaque mot, chargé d'une signification cachée. Les barons, avides de pouvoir et de ressentiment envers la faiblesse du roi, ont tissé un réseau de complots, à la recherche d'un moyen de se débarrasser d'Eduardo II et de saisir le trône. Roger Mortimer, un homme ambitieux et rusé, s'est érigé comme la figure centrale de ce complot. Son influence a augmenté de jour en jour, nourrissant le mécontentement et la sédition parmi les nobles. Avec d'autres conspirateurs, lui a déplacé les fils de l'ombre, manipulant les événements et les gens pour atteindre son objectif, renverser le roi. La reine Élisabeth, initialement fidèle à son mari, a été enveloppée dans le complot. Motivée par l'ambition ou peut-être par le ressentiment envers Eduardo II et ses amoureux, elle s'est alliée à Mortimer, devenant un élément clé dans le plan pour renverser le roi. Son changement de fidélité a marqué un tournant dans la lutte pour le pouvoir. Parmi les ombres de l'intrigue de Palaciga, une figure est survenue qui éclipserait tous les autres. Hugh Pantoncé, le jeune homme. J.E. Paris, ambitieux et rusé, l'attention du roi Eduardo II a rapidement captivé. Son amitié, d'abord discrète, est devenue une dépendance presque maladive. Vous pouvez observer comment le pensée, avec son charme et sa capacité à manipuler, est devenu le plus proche confident du monarque, chuchotant les conseils d'un roi de plus en plus isolé. Cette nouvelle et puissante influence devant le tribunal a provoqué la colère des nobles. Vous avez présenté comment les barons, déjà mécontents du règne d'Eduardo,
ont vu dans le panique une menace pour leur pouvoir. L'ascension fulgurante d'Anser, privilégié par des terres et des titres, n'a fait que nourrir leur rancune. Le jeune favori, cependant, semblait à l'abri des critiques, renforcé par la loyauté aveugle du roi. La relation entre Eduardo II et Hugh Anser le jeune homme a transcendé la simple amitié. C'est devenu une alliance politique, une source de pouvoir qui a contesté les conventions de l'époque. Vous pouvez imaginer l'indignation que cela a causé dans une société régie par des codes rigides d'honneur et de loyauté féodale. Influence of Pantancé extended to all area of real life. From political decision to the allocation of resources. Le roi, de plus en plus dépendant de son favori, s'est éloigné de ses conseillers traditionnels et de sa propre famille. La relation d'Eduardo II avec Hugh Pantancé, le jeune homme, a provoqué la fureur des barons anglais. Vous verrez comment ces nobles puissants, habitués à influencer la cour, se sont sentis déplacés et humiliés par un véritable favoritisme envers le garde-manger. Ses terres, ses privilèges, son influence, tout semblait menacé par la proximité croissante entre le roi et ses favoris. Les barons, dirigés par des personnalités telles que Thomas, comte de Lancaster, ont rejoint le roi et le garde-manger. Imaginez la tension palatiale, les complots dans l'ombre, les alliances secrètes forgées dans l'obscurité. La noblesse anglaise, habituée au pouvoir, n'était pas disposée à accepter la domination de certains parvenus. La confrontation était inévitable. Les guerres civiles lentement ont éclaboussé le royaume. Vous assisterez à l'affrontement entre la loyauté envers le roi et la défense des anciens privilèges de la noblesse. Les châteaux de Site, Belle se bat. L'Angleterre a plongé dans une guerre civile qui menaçait de déchirer le propre tissu du royaume. Prosodie, speak. Speak, prosodie rat égal, 90%. Il y avait donc les barons, marre de l'influence du garde-manger. Vous verrez comment ils se joignent, non seulement pour l'ambition de récupérer leur pouvoir perdu devant le tribunal, mais aussi pour un profond sentiment d'injustice. L'opulence du garde-manger, financé par les taxes que vous, le peuple, payez, était un affront constant. Et la goutte qui a rempli le verre était l'exécution résumée de certains de ses alliés, accusés, sans preuve, de trahison. La rébellion a explosé. Imaginez le rugissement de la foule, le choc des épées, le brûlage des châteaux. Les barons, avec le soutien de nobles malheureux et une partie de l'armée, ont marché contre Eduardo II. Vous verrez comment le roi, confiant dans la loyauté de ses favoris, sous-estime la force de l'opposition. Et face dans overwhelming force, en army d'être represented not only the ambition of power, but the cry of a town tired of tyranny. La bataille était rapide et décisive. Eduardo II, trahi par certains de ses propres hommes, a vu comment son armée s'est effondrée. Et la défaite a été humiliante. Vous verrez comment le roi, qui régissait autrefois avec un pouvoir absolu, a été contraint de fuir, persécuté par ses ennemis et abandonné par ceux qui ont déjà juré la loyauté. Son règne, autrefois brillant, est devenu une tentative désespérée de conserver le pouvoir. Mais la rébellion n'était pas seulement quelque chose de baron en colère. Notez comment Isabelle, la reine, épouse du roi Eduardo, entre le mécontentement avec le règne de son mari et l'influence du Pantancé. Isabelle commence à tisser un réseau d'alliances secrètes. Et sa beauté et sa position font d'elle une pièce clé sur le conseil politique, une pièce qui cherche à changer le jeu en sa faveur. Et il y a Roger Mortimer, un noble puissant et ambitieux, exilé pour son opposition à Eduardo I. Elle voit une opportunité à Isabelle, non seulement de récupérer sa position, mais aussi de se venger du roi. Son alliance est un mélange explosif de soif de pouvoir et de ressentiment, un cocktail dangereux qui changera pour toujours le cours de l'histoire de l'Angleterre. Ensemble, uriner un plan pour renverser Eduardo II. Isabelle, avec sa position privilégiée devant le tribunal, est responsable de la collecte de soutien parmi les nobles malheureux. Mortimer, avec son expérience militaire et son réseau de contacts, traite de la logistique de la rébellion. Son alliance est un secret de polichinelle. Mais personne n'ose les défier. Le pouvoir qu'il représente est trop grand. C'est une ambition trop dangereuse. Il y avait donc Isabelle, alliée à Mortimer, préparant son coup. Imaginez une flotte de navires s'approchant des côtes anglaises, chargée non seulement de soldats, mais de l'ambition d'une reine méprisée et du désir de pouvoir d'un homme rusé. Et la nouvelle de son arrivée s'est étendue comme une poudre à canon, sentant la panique en fidèle à Eduardo. Eduardo, enfermé dans son château, faisait face à une trahison de proportions épiques. Ses alliés se sont estompés comme du brouillard dans la force de l'invasion. Pendant ce temps, vous observez comment le désespoir prend le contrôle du roi, pris dans un réseau de complots qu'il a aidé à tisser. Le siège était rapide et brutal. Les défenses, affaiblies par le manque de soutien et la trahison interne, se sont effondrées facilement. Pensez aux images. La chute des portes du château, le rugissement de la foule qui éclate, l'apparence de la défaite sur le visage du monarque. Et la fin de son règne était proche. La capture d'Eduardo II a marqué la fin d'une époque. Un roi puissant, réduit à un simple prisonnier. Son règne, plein de controverses et d'erreurs, a culminé dans une défaite humiliante aux mains de sa propre femme. L'histoire d'Eduardo II est un rappel de puissance, de trahison et de fragilité de la puissance réelle. Et donc, l'invasion a pris forme. Et la bataille de Boroughbridge vous attendait. Un champ de bataille boueux et froid sous un ciel menaçant. Rappelez-vous l'image. Eduardo II, avec ses fidèles, face aux forces d'Isabelle et de Mortimer. Lui, confiant dans son armée, bien qu'épuise, prêt à défendre sa couronne,
Mais la supériorité numérique de ses ennemis était écrasante. Le rugissement des hommes, le choc des épées, la peur palpable dans l'air. Tout était concentré à ce moment crucial. La bataille a été rapide et brutale. Les lignes d'Eduardo ont éclaté sous le poids de l'attaque. La stratégie a échoué et la confusion a régné. Vous pouvez imaginer la terreur aux yeux des soldats qui ont vu comment leurs camarades de classe sont tombés. Le désespoir qui les a pris en charge avant la supériorité ennemie. Et la promesse de loyauté, brisée par la trahison. La défaite a été scellée, la lutte pour la survie est devenue désespérée. Et prosodie, speak. Speak, prosodie Rategal, 90%. Le roi, entouré, vit comment son royaume s'effondrait autour de lui. Son armure, symbole de pouvoir, était maintenant une cage qui l'emprisait. La défaite signifiait non seulement la perte d'une bataille, mais la fin de son règne. Sa capture inévitable a marqué le début d'un nouveau chapitre, sombre et plein d'incertitudes, dans l'histoire de l'Angleterre. La couronne, symbole de sa puissance, deviendrait bientôt une charge. La défaite à Boroughbridge a marqué la fin de votre règne. Eduardo. Imaginez-vous, enchaîné, conduit comme un criminel dans les rues boueuses d'un royaume qui était l'autrefois le vôtre. Le rugissement de la foule, un mélange de mépris et de curiosité, vous a accompagné. Votre fierté, votre pouvoir, s'estompe à chaque étape, remplacé par la froide réalité de la prison. Vos jours de splendeur ont été laissés pour compte. Le château, autrefois un symbole de votre autorité, est maintenant devenu votre prison. Ces murs imposants, devant des témoins de parties et de banquets, ont maintenant résonné avec l'écho de vos marches captives. L'opulence s'estompa, laissant derrière elle la pierre froide et la menace constante d'incertitude. La nourriture, anciennement exquise, était désormais simple et rare. Vos conseillers, anciennement flatterés, vous ont maintenant observé avec un mélange de peur et de dédain. Chaque jour était une répétition monotone de la précédente. Une agonie lente qui érodait votre esprit. Et la solitude, votre nouveau partenaire, est devenue insupportable, un poids plus lourd que les chaînes qui vous ont emprisonné. Le rugissement de la foule s'estompa, remplacé par le silence oppressif de vos murs de prison. Kenilworth, autrefois symbole du pouvoir, était maintenant votre cage. Imaginez l'humidité froide qui a fui entre les pierres, la puanteur pour mouler et craindre que chaque coin a été imprégné. Vos journées, avant de luxe et de puissance, ont été réduites à une existence monotone et dégradante. La nourriture, rare et de mauvaise qualité, vous a à peine permis de rester en vie. Les gardes, les visages durcis par la cruauté, vous ont constamment surveillé, vous rappelant votre chute en disgrâce. Chaque regard, chaque murmure, vous a rappelé la perte de votre couronne et l'humiliation de votre captivité. La solitude était votre pire torture. Isolé du monde extérieur, vos amis, votre famille, vous avez affronté vos propres démons. Le poids de vos erreurs, des trahisons, des guerres perdues, vous a écrasé, laissant une marque profonde sur votre âme. Le roi qui a gouverné l'Angleterre n'était maintenant qu'un prisonnier, sans pouvoir ni gloire. Le temps s'est étendu, chaque jour une répétition monotone de la précédente. L'espoir s'estompa lentement, remplacé par une profonde apathie. Votre château, votre royaume, était devenu un rappel cruel du pouvoir éphémère et de la réalité amère de votre captivité. L'humidité froide s'est faufilée dans vos os, mais la soif de liberté était plus grande. Kenilworth, avec ses murs épais et ses gardes impassibles, n'allait pas vous contenir pour toujours. Vous avez commencé à avertir un plan, observant chaque routine, chaque négligence. Tunnel, peut-être. Une distraction qui vous permettrait de vous échapper au milieu du chaos. L'idée de l'évasion vous a obsédé, jour et nuit. Nourrir une flamme d'espoir dans votre cœur. Yor Ali, still loyal in spite of everything, helped you. Un noble, risquant sa vie, a passé des plans détaillés des gardes de nuit. Un autre, fourni des outils rudimentaires, cachés dans un ensemble de vêtements. Chaque nuit, dans l'obscurité, vous avez travaillé en silence, en espérant que la liberté serait disponible pour votre main. Le risque était immense, la peine, la mort. Mais la chance n'est pas toujours de votre côté. Un garde, alerte tout mouvement suspect, vous a découvert. Vos plans sont tombés. Le son des bottes s'approchant, le coup sec des portes s'ouvrant, le visage de la garde, plein d'un mélange de peur et de ressentiment, vous a marqué pour toujours. Le rêve de la liberté, pour l'instant, a disparu entre les pierres froides de votre prison. Mais la prison n'a pas fait taire les chuchotements. Dans les pierres froides de Kenilworth, la nouvelle du tribunal est arrivée, fragmentée et déformée comme un miroir cassé. Ils ont parlé d'Isabelle, de votre reine, de leur pouvoir croissant, de leurs alliés, des intrigues qui tissaient en votre nom, ou peut-être, contre la vôtre. Était-ce la loyauté ou l'ambition qui brillait dans ses yeux? Les rumeurs sont devenues des armes. Chaque mot une fléchette empoisonnée lancée à partir du loin. Prosodie. /speak. Speak, prosodie Rategal, 90%. Il a été dit que Mortimer, votre ennemi, avait pris le contrôle de la cour, manipulant Isabelle pour se débarrasser de vous. Cela a conspiré avec des nobles malheureux, semé la discorde pour assurer sa propre position. Chaque rumeur a été un coup de doute sur la loyauté de ceux qui avaient déjà juré à la fidélité. Pouvez-vous faire confiance à quelqu'un? Y avait-il quelqu'un qui vous aimait vraiment gratuitement? D'autres chuchotaient une éventuelle invasion française, profitant de l'instabilité du royaume. Ce chaos a régné dans la cour, une farce déguisée en ordonnance, où la vérité était cachée derrière un masque de mensonge et de tromperie. L'incertitude de l'intérieur,
aussi dangereuse que l'humidité des pierres qui vous entouraient. Vous aviez besoin de connaître la vérité, même aussi cruelle que la réalité elle-même. Les rumeurs se sont intensifiées. Ils ont parlé d'une maladie rapide et fulminante qui avait mis fin au roi. Mais vous, au milieu de l'obscurité de votre captivité, vous avez ressenti un coup de méfiance. Maladie ou une mort orchestrée avec la furtivité, une fin prévue par ceux qui aspiraient à votre chute. Les lettres sont arrivées avec des comptes-gouttes, pleins d'encre floue et de tampons cassés. Ils ont mentionné une attaque soudaine, une brève agonie, mais rien de concluant. L'ambiguïté était un outil puissant entre les mains de vos ennemis. Vous vous êtes demandé si vous connaissiez jamais la vérité, si un jour vous sauriez comment votre fin était arrivée. La version officielle, une mort de maladie, semblait être une farce. Vous connaissiez la voracité de vos ennemis, leur soif de pouvoir, la facilité avec laquelle ils pouvaient manipuler les faits à volonté. Vous avait-il empoisonné? Vous avait-il tué d'une manière plus cruelle et furtive? Mais cette maladie, a-t-elle vraiment existé? Vous, verrouillé dans votre cellule, écoutez des chuchotements, des théories qui glissent comme des serpents dans l'ombre. Certains parlent de vénéno, une boisson mortelle administrée par la main d'un ennemi. Isabella, la reine, froide et ambitieuse, souhaitant le trône pour son fils, Édouardo III. Son influence sur les nobles était évidente, son pouvoir, la croissance. D'autres soulignent Roger Mortimer, l'amant d'Isabelle, un homme puissant et impitoyable qui aspirait au contrôle total du royaume. Aurait-il ordonné à sa mort d'éliminer un obstacle sur son chemin? Son ambition était notoire, son influence sur la reine, indéniable. L'ombre de la complot se profile dans tous les coins du château. The Truth, like en Elusive Ghost, Hid Behind a Curtain of Rumor and Speculation. Était-ce une parcelle soigneusement orchestrée, ou simplement la conséquence d'une maladie qui a profité d'un roi affaibli et vulnérable? Vous, de votre prison, vous ne pouvez contempler l'immensité du doute, une mer turbulente où la vérité et le mensonge sont confus. Vous, en regardant depuis votre cellule, demandez-vous, qu'est-ce que Édouardo II? Un roi faible, manipulé par ses favoris ou victime d'intrigues palatiales. Son règne, marqué par l'instabilité et la guerre, a laissé un héritage complexe. Certains se souviennent de lui pour leur politique économique, d'autres pour leur inclination vers le luxe et l'art. Mais l'histoire, comme toujours, est plus que noir ou blanc. Sa relation avec Gaveston, par exemple, était un scandale qui divisait le royaume. Pour certains, un échantillon d'affection personnelle, pour d'autres, une trahison de la couronne et une source de corruption. Cette controverse, ainsi que son goût pour l'art et l'architecture, le marquait profondément dans la mémoire collective. Aujourd'hui, des siècles plus tard, son chiffre continue de générer un débat. Était-ce un dirigeant incompétent? Un martyr des luttes de pouvoir? La réponse, comme c'est généralement le plus nuancé que ce qu'on le pense. Ses actions correctes ou incorrectes ont laissé une marque indélébile sur l'histoire anglaise, ce qui en fait une figure controversée, mais indéniablement fascinante. De votre cellule, l'image d'un royaume vacillant est dessinée dans votre esprit. Le règne d'Édouardo II, bien que bref par rapport aux autres, a laissé une marque profonde. Et sa faiblesse, sa préférence pour les favoris et les luttes constantes de pouvoir, déstabilisent profondément l'Angleterre. Pensez aux conséquences de ce chaos. Un pays divisé, vulnérable aux ambitions de ses voisins et à plonger en une incertitude politique qui durerait des décennies. La guerre civile qui a explosé pendant son règne, bien que finalement étouffée, a laissé des cicatrices profondes dans la société anglaise. Et la noblesse, divisée en caractéristiques rivales, s'est battue pour le pouvoir, affaiblissant la structure même du gouvernement. Imagina el impacto en la economia, en las vida de campesino y artesano, victima de la violencia y la inestabilidad. Prosodie, speak. Speak, prosodie rat égal, 90%, le dépôt et le meurtre d'Édouardo II était assis un dangereux précédent. La succession au trône est devenue encore plus incertaine, alimentée par les ambitions des nobles et l'absence d'un héritier fort. Sa mort n'a pas mis fin aux difficultés du pouvoir, mais les a intensifiées, créant un environnement d'intrigue et de violence qui a marqué le cours de l'histoire anglaise pendant longtemps. De votre cellule, l'image d'un roi faible s'impose, ou était-il un homme mal compris par son temps? L'histoire, écrite par les vainqueurs, le présente comme un monarque inefficace, dominé par leurs favoris et inconscient des besoins de leur royaume. Mais qu'est-ce qui dépasse les accusations d'incompétence et de déchets? Que se passerait-il si nous vérifions le récit avec un look plus critique? Pensez aux pressions qu'il a subies. Et la noblesse anglaise, désireuse de pouvoir, a constamment conspiré contre lui, remettant en question son autorité et cherchant à affaiblir son règne. Ses décisions, bien que parfois critiques, ont peut-être été prises dans un contexte de menaces et de trahison constante. Peut-être que sa faiblesse apparente était une stratégie de survie dans une mer d'ennemis. Sa relation avec Pierre Gaveston, souvent indiquée comme une preuve de son incapacité à gouverner, pourrait être interprétée d'une autre manière. Était-ce un signe de faiblesse ou une expression de votre personnalité, votre besoin d'affection et de loyauté dans un monde hostile? L'amour, au lieu de l'incompétence, était peut-être le véritable moteur de ses décisions. N'oubliez pas que l'histoire est écrite par les vainqueurs, et l'image d'Édouardo II a été modelée par ceux qui l'ont renversé. Était-ce vraiment un roi faible, ou simplement un homme qui s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment, victime des ambitions d'une noblesse impitoyable? La réponse, peut-être, se trouve dans les gris, entre la faiblesse et les malentendus.
De votre cellule, vous vous demandez ce qui a conduit Eduardo II à prendre les décisions qui l'ont conduit à ce point. Était-ce vraiment une faiblesse ou une vision différente du pouvoir? Son attachement à Gaveston, par exemple, était-ce une démonstration de faiblesse ou un engagement risqué par un gouvernement plus efficace, peut-être encore plus progressiste pour son temps? L'histoire, écrite par ses ennemis, le peint comme un homme faible, facilement influencé. Mais que se passe-t-il si l'histoire vous réside? Pensez au contexte. Un roi qui a du mal à maintenir le contrôle dans un royaume convulsif. Décision, often criticised for their lack of pragmatisme, could be seen a desperate attempt to maintain peace or consolidate their power. Et la loyauté envers Gaveston, ce n'était peut-être pas une simple question d'affection, mais une stratégie politique mal calculée. Un engagement envers un allié qui a pleinement confiance. Une erreur de jugement ou une décision risquée. Peut-être que sa personnalité, son inclination pour la beauté et l'art, l'a séparé des conventions de l'époque. Un roi qui a préféré la culture des arts à la brutalité de la guerre, était-ce vraiment un défaut? Ou une vision différente de la royauté, celle que l'histoire, écrite du point de vue des guerriers, ne pourrait tout simplement pas comprendre? Analysez son règne au-delà des accusations d'inefficacité et de faiblesse. Regardez vos décisions avec un œil critique, mais aussi avec compassion. De votre cellule, vous pensez à l'impact de l'homosexualité d'Eduardo II sur son règne. À une époque où la masculinité a été définie par la puissance militaire et la procréation, sa relation avec Gaveston a contesté les normes sociales. Et la démonstration ouverte de l'affection entre eux a non seulement choqué la noblesse, mais a également affaibli leur position politique, devenant une arme utilisée par leurs ennemis. Rappelez-vous comment l'opposition à sa relation avec Gaveston est devenue une révolte ouverte. Les nobles, jaloux de véritable favoritisme et scandalisés pour leur orientation sexuelle, ont vu à Gaveston une menace pour leur pouvoir et leur influence. Le récit qui s'est construit autour de leur relation était basé sur la faiblesse et l'inefficacité d'un roi dominé par son amant. Une stratégie qui a résonné dans un public qui n'était déjà mécontent de son gouvernement. Pour comprendre la situation, vous devez réfléchir au contexte historique. L'homosexualité n'était pas considérée comme une orientation sexuelle dans la façon dont nous la comprenons aujourd'hui. C'était une question de pouvoir, de défier la norme établie, de renverser l'ordre social. Et la réaction de la noblesse n'était pas simplement morale, mais politique. Ce fut une lutte pour le contrôle du royaume. Et la relation d'Eduardo II avec Gaveston est devenue le symbole de sa faiblesse et de son Decline. /prosody /speak. Speak prosodie rate égale 90%. Mais ici, dans cette prison en pierre, je me souviens aussi d'Isabelle de France, ma reine. Sa beauté, initialement un atout politique dans notre mariage, est devenue un obstacle. Sa famille, puissante et ambitieuse, a toujours cherché à influencer mon règne, souvent contre mes souhaits. Sa loyauté, malgré mes péchés, était un phare dans la tempête de ma vie. Était-elle mon plus grand allié ou mon plus grand adversaire? L'histoire, comme toujours, est ambiguë. Et puis il y a mes enfants, Eduardo et Juan. Eduardo, mon héritier, un enfant qui n'a jamais complètement compris les turbulences qui l'entouraient. Son innocence, un fardeau dans ces circonstances. Est-ce que je l'ai assez protégé? Ou ma propre lutte pour le pouvoir l'a exposé trop tôt au jeu mortel de la cour anglaise? Quant à Juan, mon plus jeune fils, son destin, lié au mien, a été scellé par l'ambition des autres. Un péon en el jugo de podé que définissait Mirenado. Un innocent atrapado en la raide de intriga, itression que tegiron mimi enemigo. Aurais-je pu faire quelque chose de différent pour les protéger? La question me tourmente, même ici, dans mon confinement. Aubert, il m'a trahi. Vous verrez, la monarchie en Angleterre, à l'époque, n'était pas une question de pouvoir absolu. J'étais le roi, oui, mais mon pouvoir dépendait en grande partie des barons, des propriétaires fonciers nobles avec leurs propres armées et une immense influence au Parlement. Ils étaient la pierre angulaire du système, et leur loyauté, ou leur manque de celui-ci, a déterminé mon destin. Ils avaient le pouvoir de me défier, de s'opposer à mes décisions, même de se rebeller ouvertement s'ils considéraient que mes actions allaient à l'encontre de leurs intérêts. N'oubliez pas qu'ils contrôlaient de grandes extensions de terre, des années privées et possédaient une immense richesse. Son consentement était essentiel pour toute décision importante, de la collecte d'impôts à la déclaration de guerre. Mon mariage avec Isabelle était un exemple clair du réseau de puissance complexe. HIS Family, The French Capeto, War Powerful Ali, Buolso a potential threat. Les barons anglais ont vu dans mon mariage l'occasion de renforcer leur propre position, ou d'affaiblir si je ne jouais pas bien mes lettres. Et la politique était un jeu d'alliance et de trahison, un tableau d'échecs où chaque pièce, y compris le roi, était à risque constant. Mais revenons à l'économie, qui était le vrai nerf de la guerre, où la paix. Vous imaginez un royaume puissant, non? Eh bien, la réalité était plus complexe. La laine, la base de notre richesse, a subi des fluctuations constantes sur le marché. Une bonne année signifiait la prospérité pour les commerçants et une collection fiscale décente pour la couronne, mais une mauvaise récolte, oh mon ami. Cela signifiait la faim, le mécontentement et, bien sûr, moins d'argent dans les vrais coffres. L'agriculture, la base de tout, était capricieuse. Cela dépendait de la météo, des parasites, et de la chance. Une mauvaise récolte pourrait conduire à la faim et aux révoltes. Ces révoltes, croyez-moi, étaient beaucoup plus dangereuses que n'importe quel complot palatial. Les gens,
avec un estomac vide, ne se souciait pas des différends entre les nobles. Il s'inquiétait de survivre. Le commerce, bien que florissant dans certains domaines, était soumis à des impôts et des tarifs qui ont parfois étranglé l'économie. Les barons, ceux qui m'ont trahi, contrôlaient des itinéraires commerciaux importants, exigeant leur part du gâteau, laissant peu pour la couronne et pour le peuple. C'était un système complexe, un dédale d'intérêts confrontés où la prospérité était un mirage et une crise, une menace constante. Mais de retour à Eduardo II, imaginez sa vie au milieu de tout cela. Vous, un roi, entouré d'une cour complexe, pleine d'intrigues et de luttes pour le pouvoir. Pensez à des banquets somptueux, à la musique et à la danse, dans la religion qui a imprégné tous les aspects de la vie, des prières du matin à de grandes processions. N'oubliez pas que l'Église avait un pouvoir immense, influençant la culture et la vie quotidienne de chacun. La vie quotidienne pour la plupart n'était pas si splendide. Vous, un paysan, travaillant le pays de l'aube au crépuscule, combattant la faim et la maladie. Imaginez la vie dans une petite ville médiévale, avec leurs maisons en bois et en paille, l'église du centre, les gens se sont rassemblés sur la place, partageant des histoires et des préoccupations. Et la communauté était essentielle pour survivre. Prosodie, speak. Speak, prosodie rat égal, 90%, l'art et l'architecture reflétaient la foi et la puissance de l'époque. Vous, marchant dans les rues d'une ville médiévale, admirant les imposantes cathédrales gothiques, avec leurs vitraux colorés et leurs arches pointues. Pensez à des manuscrits illuminés, de vraies œuvres d'art, qui contenaient des textes religieux et littéraires. Soigneusement décorés de couleurs or et vibrantes, ils étaient des symboles de la culture et de la spiritualité de l'époque. Imaginez les murs imposants de son château, des pierres robustes qui ont contesté le passage du temps, des témoins muets de leur joie et malheur. Pensez aux tours pointues supérieures comme des lances dirigées vers le ciel, chaque morceau d'une architecture défensive complexe. C'étaient des guerres, des châteaux qui étaient non seulement de vraies résidences, mais aussi des forces imprenables. À l'intérieur, l'opulence de la cour s'est reflétée dans les tapisseries qui ornaient les murs, les scènes de chasse et les batailles brodées de fils d'or. Un luxe qui contrastait avec l'austérité de la vie paysanne. Regardez les détails du vitrail, des œuvres d'art qui ont divulgué la lumière, créant une atmosphère mystérieuse et magique dans les chapelles et les chambres royales. Chaque pièce, un chef-d'œuvre de l'art gothique. L'art du XIVe siècle était le reflet de la société. Religieux, mais aussi montrant la richesse et la puissance croissante de la monarchie. Regardez les sculptures, dont beaucoup représentant des figures bibliques ou des rois et des reines, avec des détails complets et une expression de pouvoir et de solennité. Pensez à la musique qui a résonné dans les couloirs, les chansons grégoriennes et les mélodies courtoises. Reflet de la splendeur de la vie dans la cour royale. Imaginez maintenant la vie quotidienne dans ces murs imposants. Vous, dans la peau d'un courtisan, vous levez à l'aube dans une pièce froide, avec le son des serviteurs qui se préparent pour la journée. L'odeur du bois et de la cire nouvellement polie vous enveloppe pendant que vous vous habillez avec vos meilleurs vêtements, observant comment les rayons du soleil sont filtrés à travers les fenêtres avec des vitraux. Le petit déjeuner est un simple repas, du pain, de la viande et du vin, mais servi avec une élégance qui reflète une réelle puissance. Ensuite, la journée est remplie de public, d'intrigues palatiales et de présence constante de la cour. Vous voyez comment les nobles bougent, leurs robes brodées de fils d'or et d'argent, leurs conversations chargées de puissance et d'ambition. Vous participez à une cérémonie, peut-être un dîner formel, où la musique et la danse accompagnent les banquets somptueux, un contraste entre l'opulence et l'instabilité politique qui est inspiré dans l'environnement. Dans l'après-midi, vous pouvez vous retrouver dans les jardins du château, un espace de tranquillité relative où vous pouvez vous éloigner de l'agitation de la cour. Vous regardez les fleurs soigneusement cultivées, écoutez la chanson des oiseaux et ressentez la brise fraîche sur votre visage. Mais même ici, l'ombre du véritable pouvoir et des complots vous accompagne, vous rappelant que même dans les moments de la tension politique apparente, la tension politique persiste. À la tombée de la nuit, les bougies illuminent la pièce du château, créant une atmosphère intime et mystérieuse. Le dîner est aussi somptueux que midi, mais la conversation est plus détendue, mais toujours avec un fond intrigue. La journée se termine, mais la vie en cour poursuit son cours, incessante et pleine de secrets. Pensez maintenant dans d'autres rois de l'époque. Eduardo III, son fils, a hérité d'un royaume en guerre, mais savait comment le consolider avec une ruse militaire. Contrairement à son père, Eduardo III a projeté l'image d'un monarque fort et capable. Que se serait-il passé si Eduardo II avait montré la même fermeté? Peut-être que l'histoire de l'Angleterre aurait été très différente, sans ces difficultés internes et les humiliations qui ont marqué leur règne. Imaginez Carlos IV de France, un roi qui, malgré les guerres et les conflits, a maintenu un contrôle relativement stable sur son royaume. Contrairement à Eduardo II, Carlos IV était un politicien rusé qui savait comment naviguer dans les complexités de la cour française et maintenir l'ordonnance. Vous vous demandez ce qui se serait passé si Eduardo II avait montré la même capacité politique? Rappelez-vous la figure de Felipe VI de France, son contemporain. Felipe était connu pour son pragmatisme et sa capacité à prendre des décisions difficiles. Contrairement à l'Eduardo II vaincu, Felipe VI savait comment maintenir l'unité de son royaume face aux menaces internes et externes. Comment l'histoire aurait-elle changé si Eduardo II avait eu la même détermination et la même vision stratégique? Prosodie, speak. Speak, prosodie rat égal, 90%. Mais qu'est-ce qui nous a vraiment atteint?
L'histoire d'Eduardo II est pleine d'exagérations et de distorsions, moulée par les intérêts de ses ennemis et la transmission orale d'événements dramatiques. Vous pouvez observer comment la figure d'un roi faible et efféminé contraste avec l'image d'un monarque capable et rusé, une image qui a peut-être été construite pour justifier son renversement. Les chroniques de l'époque, souvent écrites par leurs détracteurs, ont amplifié leurs faiblesses et leurs inclinations sexuelles. Ce qui en fait un symbole de déclin et de perversion. Sa relation avec Piers Gaveston, par exemple, est devenue une légende, amplifiée au point d'éclipser d'autres aspects de son règne. N'oubliez pas que l'histoire est écrite par les vainqueurs, et dans ce cas, la version d'Eduardo II qui a prévalu est celle qui convenait le mieux à ses ennemis. Aujourd'hui, les historiens essaient de reconstruire une image plus objective d'Eduardo II, séparant la réalité de la légende noire qui l'a poursuivi. Sa gestion économique, sa politique interne et extérieure est analysée, à la recherche de nuances au-delà de l'image du roi faible et dépravé. Qu'en penses-tu? Pensez-vous que l'histoire lui a été juste? La réponse, comme toujours, est complexe et dépend de la perspective que vous adoptez. L'image d'Eduardo II, déformée par la propagande de ses ennemis, a refait surface à travers l'histoire, des artistes et des écrivains fascinants. Vous avez vu comment son histoire, pleine de mystères et de controverses, s'est prêtée à d'innombrables interprétations. Des pièces au film. Sa silhouette a été repensée encore et encore, offrant diverses perspectives sur son règne et sa mort tragique. Au cinéma, par exemple, sa relation avec Piers Gaveston a été explorée, la présentant parfois comme un amour pur et parfois comme un symbole de corruption et de faiblesse. N'oubliez pas comment ces représentations cinématographiques ont influencé la perception du public du roi, oscillant souvent entre la compassion et la conviction. La littérature a également contribué à maintenir en vie la légende d'Eduardo II. Les romans, les poèmes et les pièces ont exploré différentes facettes de leur personnalité et de leur règne, offrant des perspectives qui vont au-delà des histoires historiques traditionnelles. Pensez à la façon dont ces travaux ont humanisé leur figure, révélant la complexité de l'homme derrière le roi. Mais rappelez-vous, l'interprétation d'Eduardo II dans la culture populaire est toujours une construction, une lecture subjective de faits historiques. C'est une réflexion sur le pouvoir, l'amour, la trahison et l'ambition, les problèmes universels qui continuent de résonner en nous des siècles plus tard. Alors, Eduardo II était-il vraiment si mauvais? Beaucoup le peignent comme un roi faible, obsédé par ses favoris et négligeant ses fonctions. Mais était la vérité? La réponse, comme c'est généralement le cas dans l'histoire, est complexe. Ses ennemis, puissants nobles qui ont cherché le contrôle, ont lancé une campagne de diffamation qui a obscurci son héritage. N'oubliez pas que les informations qui nous parviennent sont filtrées par ceux qui étaient intéressés à les discréditer. Et qu'en est-il de votre relation avec Piers Gaveston? Était-ce une simple amitié ou autre chose? Les chroniques, écrites par leurs adversaires, parlent d'un amour interdit, extravagant et nuisible pour le royaume. Cependant, la nature exacte de son obligation est toujours l'objet du débat entre les historiens. Ce qui est vrai, c'est que Gaveston a accumulé le pouvoir et la richesse, provoquant la colère de la noblesse. Enfin, comment Eduardo II est-il vraiment mort? La version officielle parle d'une mort naturelle en prison. Mais était-ce ainsi? Les circonstances de sa mort sont pleines de mystères et de soupçons. On parle d'un meurtre cruel et impitoyable, orchestré par ses ennemis pour le faire taire. Et la vérité, comme la nature de son règne, reste enveloppée dans l'obscurité de l'histoire. Alors, quel est l'héritage d'Eduardo II? Malgré sa vie controversée, son règne a marqué un tournant. Son renversement et son ascension subséquente de son fils Eduardo III, bien que violents, ont établi une nouvelle ordonnance. Vous pouvez voir dans l'histoire comment la lutte pour le pouvoir et l'ambition personnelle éclipsant le véritable impact d'un souverain. Son règne, bien que tourmenté par les conflits, a également favorisé les changements administratifs et économiques. Imaginez la complexité de la gouvernance dans une ère aussi turbulente. Malgré ses erreurs et ses faiblesses, sa figure a transcendé l'histoire, devenant un symbole de la fragilité du pouvoir réel et de l'instabilité politique. Prosodie, speak. Prosodie rate égale 90%. Son histoire nous rappelle que même les rois, avec tout leur pouvoir apparent, peuvent être victimes de circonstances. Sa mort tragique, enveloppée de mystère et de violence, n'ajoute qu'une couche de plus à son histoire fascinante et complexe. L'image d'un roi réduit au prisonnier dans son propre château est une puissante métaphore de la nature éphémère du pouvoir. Pour comprendre Eduardo II, vous devez non seulement regarder les histoires brutes de chroniqueurs contemporains, souvent biaisés par leur loyauté envers une faction ou une autre. Vous devez vous approfondir. Imaginez de longues heures dans les fichiers, démêlant les manuscrits médiévaux dans l'ancien latin ou le français. Pensez à la tâche approfondie de comparer différentes versions du même événement, à la recherche de la vérité entre les lignes, entre les accusations et les justifications. Lettres réelles, dossiers financiers, documents juridiques, tout contribue à un portrait plus complet. N'oubliez pas les sources archéologiques. Les restes des châteaux, des palais, même des restes osseux, peuvent fournir des données cruciales. L'histoire ne se limite pas aux écrits. On le trouve dans les pierres, sur terre elle-même. Et puis il y a des interprétations modernes. Les historiens, de différentes époques et avec des perspectives diverses, ont analysé les sources primaires, offrant leurs propres conclusions. Ces livres, ces articles académiques,
sont des outils essentiels pour comprendre la complexité de la figure d'Eduardo II. Vous devriez considérer ces différentes interprétations, les comparer et les contraster pour former votre propre opinion. Mais ce voyage au fil du temps n'aurait pas été possible sans l'aide d'une grande équipe. Tout d'abord, je tiens à remercier mon éditeur, dont la patience et l'œil critique ont été fondamentaux pour façonner ce projet. Son dévouement à la précision historique et sa capacité à polir tous les détails ont été inestimables. Sans son travail, cette vidéo n'existerait tout simplement pas. Je veux également exprimer ma gratitude à notre équipe de recherche, qui a passé d'innombrables heures dans les archives et les bibliothèques, sans tenir compte des informations cruciales sur la vie d'Eduardo II. Son engagement envers la précision historique a été la pierre angulaire de ce projet, garantissant que nous présentons un récit aussi précis que possible. Bien sûr, aucune production n'est complète sans un équipement de conception talentueux et des effets visuels. Son travail a donné vie à l'Angleterre du XIVe siècle, vous transportant au château et aux champs de cette époque. Sa capacité à créer une atmosphère immersive a été essentielle pour vous faire sentir comme si vous étiez là, au cœur de l'histoire. Enfin, je tiens à vous remercier pour votre temps et votre attention. J'espère que vous avez apprécié ce voyage à travers la vie d'Eduardo II, un roi qui est devenu prisonnier de son propre château. Votre soutien est ce qui me motive à continuer à créer un contenu historique comme celui-ci. J'espère que vous avez aimé apprendre sur Edoardo I. Si vous l'avez aimé, donnez-vous comme et abonnez-vous pour plus. Que pensez-vous de votre fin tragique? Laissez-le dans les commentaires. Prosodie et Speak.